Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Carline de Castro et je suis aujourd'hui avec Chiara, Sacha, Billy, Léon. Et on est aussi avec Madame Pauline Millot, qui est chargée de mission RSE et innovation chez Engie France Renouvelable et spécialiste sur les enjeux biodiversité et climat. On va lui poser toutes nos questions sur le biomimétisme, sur comment on utilise l'environnement pour produire de l'énergie grâce au biomimétisme. Pour vous, c'est quoi le biomimétisme? Ça veut dire quoi? Je n'en sais absolument rien. Ce serait qu'on fasse des objets avec, par exemple, les avions. En fait, ce serait imiter les animaux pour faire des objets. Mais enfin, j'en sais rien. Ce serait imiter des animaux pour apprendre de leurs mouvements et de ce que la nature leur a donné comme compétences. Par exemple, des oiseaux qui volent contre le vent, ils vont avoir des ailes pour s'appuyer sur le vent. Enfin, pour moi, le biomimétisme, c'est ça, c'est on prend des choses qu'on trouve bien chez les animaux et on se dit, tiens, on va faire pareil. Et du coup, on fait pareil pour avoir des technologies les plus performantes possibles. Ouais, mais du coup, ça pollue la planète. Vu que les oiseaux, ils vont pas polluer, mais les avions, oui. Mais il y a des avions avec des panneaux solaires. Je vois que vous êtes déjà bien renseigné sur le sujet, que vous êtes très inspiré. On va peut-être revenir très rapidement sur le fondement du mot même, biomimétisme. Alors, si on le découpe, ce mot, on a bio d'un côté, mimétisme de l'autre. Alors, je crois que c'est Billy qui l'a dit, on va imiter les animaux pour pouvoir s'en inspirer. Bah oui, concrètement, c'est ça. Le biomimétisme, ça va être quoi? On va aller regarder de plus près tout ce que la nature a su développer depuis qu'elle s'est créée, depuis qu'elle se développe, pour pouvoir essayer de comprendre comment elle fait pour pouvoir innover. Alors, on n'a pas encore parlé d'innovation, mais vous avez parlé de nouvelles technologies et vous avez parlé d'objets du quotidien, on a évoqué les avions. En fait, la grande particularité de la nature et de la biodiversité en particulier, c'est qu'elle a su s'adapter au cours du temps pour pouvoir survivre et pour pouvoir perdurer. Et la nature, contrairement à l'homme, elle ne va pas surexploiter son environnement. Elle va toujours faire en sorte de pouvoir utiliser ce qu'elle a sous la main, que ce soit des ressources naturelles, que ce soit du vent, que ce soit de la nourriture, pour pouvoir développer des mécanismes pour pouvoir vivre et perdurer. Et en fait, en tant qu'humains, nous, c'est ça qu'on trouve hyper intéressant pour pouvoir innover. Parce que nous, à notre échelle, au final, quand on cherche à améliorer nos capacités de production, pour pouvoir développer des nouvelles technologies, on a tendance à utiliser des processus qui sont très polluants, des processus qui ont besoin de beaucoup d'énergie, là où la nature, elle, n'en utilise pas, ou très peu. Et c'est surtout sur des stocks qui sont renouvelables. Et c'est ça, en fait, le fondement du biomimétisme tel qu'il a été défini, c'est de dire, regardez un peu de plus près ce que la nature a à nous apprendre, plutôt que d'aller prendre dans la nature ce dont on a besoin. Et c'est ça la petite subtilité. On va plutôt chercher à apprendre des animaux, des plantes, des écosystèmes, pour pouvoir s'améliorer. Et du coup, le biomimétisme, il peut prendre plusieurs formes. Il y a 3 niveaux de biomimétisme en tout. Vous m'avez donné des exemples. Est-ce que, Billy, par exemple, tu pourrais nous dire un petit peu, quand tu dis qu'on va imiter les formes, qu'est-ce que tu avais derrière la tête? C'est un peu comment, par exemple, les ailes dans l'avion, c'est comme si ça imite les ailes des mouettes, par exemple, vu qu'elles planent en fonction du vent. Bon, là, l'avion, il va pas planer, en l'occurrence, vu qu'il a un moteur, mais voilà. Ce que je comprends pour essayer de traduire éventuellement, et dis-moi du coup si c'est bien ça que tu voulais dire, c'est plutôt on va chercher à regarder les formes de la nature pour pouvoir dire lesquelles on pourrait imiter à notre échelle pour pouvoir se déplacer, par exemple. On va regarder au niveau morphologique, au niveau corporel, chez les oiseaux, chez certains scarabées, chez des grenouilles ou même des plantes en fait, quelle forme pourrait être utile pour nous, pour qu'on puisse nous les adapter à notre propre contexte et qu'on puisse se les approprier pour pouvoir développer des objets du quotidien. Alors là, vous avez cité du coup les ailes des avions. On va peut-être essayer de trouver un exemple dans le monde du végétal, parce que c'est vrai que quand on parle, on a toujours tendance à avoir les animaux en premier. Est-ce que vous savez par exemple d'où vient le velcro? Qu'est-ce que c'est le velcro? T'as jamais eu des chaussures à scratch? Ah oui, d'accord, ok. D'accord, ça. Oui. Ça viendrait des plantes, des cactus. Des plantes urticantes. Pourquoi vous dites les cactus et les plantes urticantes? Qu'est-ce qui en particulier chez les cactus vous fait penser à du velcro? Les petites pointes, les petites épines. Et aussi, il y a des plantes qui collent. Quand, par exemple, tu touches certaines feuilles, tu vas en avoir qui vont te coller à la main. Je me souviens d'un jeu en primaire où on s'amusait à coller des feuilles sur les dos des gens. C'était des feuilles qui piquaient d'un côté et qui accrochaient de l'autre. Pour ça, je pense à des plantes urticantes. Mais en fait, c'est pas exactement des plantes urticantes. Là, en fait, le velcro, il a été fabriqué ou conçu même en regardant de plus près la graine d'une plante qu'on appelle la bardane. Et en fait, la petite graine a la particularité d'avoir des petits crochets. Et ces petits crochets vont venir s'accrocher aux poils des animaux. Et pourquoi la bardane, en l'occurrence, a développé ces petits crochets sur ses graines? C'est parce qu'elle avait besoin de se reproduire. Et donc, du coup, pour être pollinisée, pour que la
la petite graine aille se planter plus loin, il fallait qu'elle soit déplacée. Et en fait, elle avait aucun moyen de se déplacer, parce qu'elle était dans le sol. Et donc du coup, elle a développé ses petits crochets. Alors la nature a fait en sorte qu'elle développe des petits crochets plutôt, pour que les animaux puissent les déplacer et que la bardane puisse du coup se reproduire et faire des nouveaux plants. Est-ce que vous commencez un petit peu à toucher du doigt ce que c'est le biomimétisme ? Ouais. On voit que la biodiversité, elle a réussi à développer des stratégies pour évoluer, pour se disperser. Et ça, c'est ce qu'on appelle du coup le premier niveau de biomimétisme. On va imiter la forme. Qu'est-ce qu'on pourrait chercher à imiter d'autre ? Imiter par exemple la consistance, par exemple l'exemple tout simple d'une ventouse. On voit bien que si jamais c'était juste un cône dur, ça marcherait pas. Du coup, il faut essayer de copier vraiment la composition chimique, physique, de faire le plus similaire possible, par exemple pour pouvoir s'accrocher au mur ou à des choses comme ça. Alors là, du coup, tu as dit deux choses qui m'intéressent beaucoup. Tu as dit la forme. Alors c'est vrai que dans le cas d'une ventouse, tu penses à un animal en particulier ? Les doigts d'une grenouille, les ventouses d'une pieuvre. Là, du coup, on va encore chercher, comme dans le cadre de la bardane, à imiter la forme. Mais tu as aussi dit la consistance et la matière. Et ça, c'est hyper intéressant parce que, en effet, le deuxième niveau de biomimétisme, on va essayer, en tout cas, où on va s'inspirer des sécrétions de certaines plantes ou de certains animaux pour pouvoir éviter d'utiliser des processus chimiques qui sont très coûteux en énergie et qui polluent beaucoup. Et moi, un exemple que j'aime bien citer parce que on a, j'espère en tout cas pour la plupart d'entre vous, eu l'occasion d'aller à la plage au moins une fois dans votre vie et d'observer sur des rochers des petits coquillages qui sont collés, par exemple la moule qui colle très très fort à un rocher. Et en fait, nous, ce qu'on va regarder, c'est le mucus qui est sécrété par la moule, qui a des capacités d'adhésion qui sont 1000 fois plus fortes que les colles que vous pouvez trouver dans vos trousses. Et au final, c'est hyper intéressant parce que la moule, au final, c'est elle qui le produit. Nous, du coup, on va essayer de s'inspirer de cette composition-là et de comment la moule fait pour sécréter petites substances qui collent aussi bien pour pouvoir nous l'utiliser par la suite. Est-ce qu'il y a d'autres éventuellement exemples que vous avez en tête, un petit peu plus compliqués que pour les formes ? Peut-être les gestes. Par exemple, une mouette pourrait placer ses ailes de manière à pouvoir aller dans un sens ou dans l'autre. Essayer de... non, je sais pas. Si, c'était super intéressant, tu avais la bonne idée. Quand la mouette, elle bat des ailes, c'est pour faire quoi ? C'est pour voler et pour rester en l'air, pour continuer à avancer. Parce que nous, on sait voler. Non. Parce qu'on n'a pas les capacités, on n'a pas d'ailes, on a des bras. Exactement. Et du coup, en fait, un petit peu subtil, mais en fait, quand la mouette, elle bat des ailes, elle va du coup utiliser ou en tout cas produire de l'énergie, elle, avec son corps pour pouvoir se déplacer. Nous, au final, dans notre société, on a besoin d'énergie. Et du coup, une des solutions, si on veut faire du biomimétisme, c'est de se dire, on va essayer de chercher comment la mouette, elle fait pour reproduire le mouvement des mouettes, pour essayer de produire de l'énergie à la manière des mouettes. Peut-être partir un petit peu loin dans mon exemple. D'après ce que j'ai compris, vous voulez qu'on essaye de copier le mouvement pour savoir comment la mouette trouve l'énergie ou comment elle utilise l'énergie. En fait, c'est plutôt la mouette qui va créer sa propre énergie pour pouvoir se déplacer. Nous, on n'est pas capable de voler, par contre, on aimerait bien le faire. Et donc, du coup, on pourrait se dire, comme la mouette arrive à le faire, est-ce qu'on pourrait pas essayer de trouver comment la mouette fait ? Apprendre à connaître la mouette, du coup, vraiment en profondeur, pour voir comment elle arrive à développer son énergie et qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fait au final que quand la mouette, elle bat de l'aile, elle arrive à voler. Est-ce que c'est parce qu'elle a des ailes qui ont une forme particulière ? Est-ce que c'est le mouvement en lui-même, c'est-à-dire la liaison entre son aile et son corps au niveau de son épaule, de ce qui lui sert d'épaule, du coup, va produire comme mouvement ? Est-ce que ça serait pas possible d'imiter ce mouvement-là pour nous produire de l'énergie? Alors c'est une fausse question parce que c'est plutôt une réflexion en fait que j'essaye de vous montrer, c'est plutôt vous initier à, au final, quand un chercheur cherche une solution à un problème, plutôt que de le chercher dans nos sociétés, le bon réflexe à avoir en tout cas aujourd'hui, c'est de se dire est-ce que la nature l'a pas déjà fait? Donc du coup le troisième niveau qu'il y a dans le biomimétisme, c'est s'inspirer justement des interactions qu'il peut y avoir entre différents individus, entre les individus d'un écosystème, entre les différentes espèces, pour pouvoir reproduire les mêmes fonctionnements et les mêmes niveaux d'organisation. On va s'éloigner un tout petit peu des mouettes et on va changer d'environnement, on va aller dans la forêt. Dans la forêt, par exemple, quelque chose qui est assez magique quand on est humain, c'est qu'on a l'impression que c'est des arbres qui sont plantés les uns à côté des autres, qu'il n'y a pas forcément d'interaction. Au final, quand on change d'échelle, qu'on va sous le sol et qu'on se rend compte que les racines des arbres communiquent entre elles grâce à des champignons, grâce à des organismes, des vers de terre, des insectes ou autres, on se rend compte qu'ils ont un moyen de communiquer qui est assez particulier, qui leur est propre, qui dépense peu d'énergie, qui est discret. Et au final, on pourrait se demander aussi, toujours dans cette logique de vouloir innover, de
imiter, ou en tout cas de connaître mieux les interactions qu'il peut y avoir entre différentes espèces et différents individus de la forêt pour communiquer à leur manière. Donc là, on a le 3e niveau de biomimétisme qui est imiter l'organisation et les interactions. Juste en 2 mots, vous pourriez dire toutes ces 3 étapes, sans mots compliqués. L'idée derrière, c'est qu'on va innover, parce qu'on est dans une société où on cherche toujours à faire mieux. Et donc du coup, pour faire mieux, on va aller regarder dans la nature pour pouvoir imiter, premièrement, les formes de la nature, pour créer des objets du quotidien, pour imiter les substances chimiques qui sont produites dans la nature, et pour imiter les structures et les interactions qu'on peut trouver dans la nature. Moi, sinon, après, j'avais une autre question. Pas par rapport à la forêt, mais par exemple, pour communiquer, je crois que les orques, ils utilisent des ondes, des ultrasons, voilà, merci. Sauf que nous, en tant qu'humains propres à avec seulement notre corps, on n'est pas capable d'utiliser ça. Par exemple, la mouette, elle peut voler, nous, on peut pas faire ça. Du coup, en fait, le biomimétisme, c'est pas avec nous en tant qu'humains, mais c'est avec notre technologie. C'est avec notre cerveau qu'on va réfléchir du coup à comment pouvoir imiter, grâce à nos technologies, ce que la nature fait. Et pouvoir aussi améliorer nos technologies pour les rendre plus performantes. Quand je dis plus performantes, c'est améliorer leur capacité, mais aussi leur performance environnementale. Toujours dans l'idée de dire, au final, aujourd'hui, on entend beaucoup parler de érosion de la biodiversité, de réchauffement climatique, et qu'on doit un petit peu revoir nos manières de vivre avec notre planète en étant plus sobre et plus humble envers la nature. Et quelle meilleure manière d'être humble envers la nature que de s'en inspirer. Donc voilà, en gros, le biomimétisme. À quoi on pourrait le réduire? Moi, par exemple, je prends l'exemple du caméléon. Je sais pas vraiment où le placer dans les 3 idées du mimétisme parce que, en fait, il imite les couleurs de son environnement. Et nous, j'ai l'impression qu'on l'a utilisé, par exemple, pour imiter des pixels puisque c'est plein de petits pigments sur sa peau qui changent de couleur en fonction de son environnement. Alors, je sais pas si les pixels sont directement inspirés du caméléon, mais ta réflexion, elle est très très juste. En fait, ce qui se passe, c'est que le caméléon, pour s'adapter à son environnement et pour être moins visible par ses prédateurs, il va changer de couleur. Ça, je pense que vous le savez tous. Et c'est vrai qu'il a des cellules particulières qui lui permettent de justement imiter les couleurs de son environnement pour pouvoir se fondre plus facilement. Et là, du coup, ce que tu dis, c'est que nous, on a essayé d'imiter la structure de la peau du caméléon pour pouvoir faire des plus petites unités, donc du coup des pixels plutôt que des grands écrans de 1 mètre sur 1 mètre, par exemple, pour pouvoir améliorer notre perception des couleurs et de l'image de manière générale. Ma question, c'était plutôt dans quelle des 3 catégories on le met, mais... Dans la première, du coup, par exemple. On va imiter la forme. Ça pourrait aussi rentrer dans la deuxième en imitant la fonction. Parce que quand on sécrète en fait quelque chose de chimique, de manière biologique, en fait, il y a toute une organisation du corps humain ou de corps de l'animal qui fait que on va arriver au produit final qui va être la sécrétion. Du coup, on pourrait, là, dans le cas du caméléon, aussi dire qu'on a imité les fonctions biologiques du caméléon pour pouvoir produire ces pixels. Alors, je dis ça, c'est juste en réfléchissant à chaud, parce que je connais pas l'exemple des pixels. Du coup, ça m'intéresse beaucoup de voir un petit peu aussi les exemples que vous pouvez avoir. Pour terminer, du coup, sur ta question, on peut soit imiter la forme, soit imiter les fonctions spécifiques du caméléon. Merci. Moi, je me demandais autre chose. Dans un cours d'SVT, je dirais l'année dernière, dans mon souvenir, je crois qu'il y avait un animal marin ou un papillon, je me souviens plus trop, qui sécrétait une espèce d'odeur ou d'hormone qui faisait que, par exemple, les mâles étaient attirés par les femelles. Mais du coup, si jamais on était capable de réutiliser ça, on pourrait faire la mythique potion de filtre d'amour. Ne nous interdisons rien. Non mais oui, c'est vrai. Alors, il y a plusieurs espèces qui vont sécréter ce qu'on appelle des phéromones. Ouais, c'est des hormones du coup qui permettent de communiquer. Et là, du coup, on arrive un petit peu dans la 3e catégorie des interactions entre individus et entre espèces. Moi, l'exemple qui me vient en tête quand tu dis ça, alors dans le monde marin, le fait que les animaux marins soient dans de l'eau, la diffusion des phéromones est peut-être un petit peu plus compliquée que dans l'air. Du coup, j'espère que tu m'en veux pas, mais moi, l'exemple qui me vient en tête, c'est plutôt les acacias et les girafes. Pourquoi ? Parce que, en fait, quand les girafes, elles viennent manger les feuilles d'acacia, en fait, les acacias, ils ont la capacité de produire une protéine qui va être ensuite diffusée par le vent, qui va être communiqué aux autres acacias qui vont être autour. Et l'objectif, c'est de dire aux autres acacias, attention, il y a des girafes qui vont venir vous manger. Et en fait, les autres acacias qui sont autour, une fois qu'ils vont recevoir du coup cette molécule et cette substance chimique, ils vont à leur tour se mettre à synthétiser une toxine qui va avoir un goût dégoûtant pour la girafe. Donc, du coup, quand la girafe va vouloir venir les manger, elle va goûter une feuille, mais elle va s'en aller parce que du coup, ça va pas être bon.
Et du coup, ça va permettre de préserver les populations d'acacias qui sont autour de celui qui s'est fait prédater. Donc bon, le pauvre, il y en a un qui va se faire manger presque en entier, ou en tout cas qui va avoir beaucoup de feuilles à l'issue. Mais par contre, les autres autour vont être préservés. Et c'est ça toute l'ingéniosité de la nature dans cet exemple-là. Dernière question. Les animaux, au fil des années, ils évoluent en fonction de leur environnement. Sauf que nous, comme dès qu'il y a un problème, on essaie de le résoudre avec nos technologies, du coup, est-ce que notre corps il va continuer à évoluer pour encore s'améliorer, ou est-ce qu'on va stagner à notre état de l'être humain d'aujourd'hui? Eh bien, j'aimerais pouvoir avoir la réponse. Malheureusement, je ne vais pas vivre assez longtemps pour te le dire. Mais l'idée est là, c'est-à-dire que là, nous, aujourd'hui, ça fait quelques décennies, quelques centaines d'années qu'on a l'apparence qu'on a aujourd'hui. Mais par contre, oui, si l'environnement qui est autour de nous continue d'évoluer, notre corps pourra changer. C'est peut-être pas des modifications aussi profondes que celles qu'on a pu voir ou que vous avez pu étudier avec la lignée humaine, par exemple, depuis l'homme de Néandertal jusqu'à nous aujourd'hui. Mais par contre, oui, si dans 100 millions d'années on existe encore, on n'aura pas du tout la même apparence qu'on a aujourd'hui, parce que l'atmosphère sera différente, parce que les ressources à notre disposition seront différentes, nos technologies seront différentes aussi, et on n'aura pas forcément la même apparence encore que celle qu'on a aujourd'hui. Il y a aussi, par exemple, s'il y a un être humain qui naît avec des avantages par chance, est-ce que si après il y a d'autres êtres humains qui naissent comme ça et que les autres qui n'ont pas cet avantage meurent dû à la sélection naturelle, au final en fait il y aurait une autre espèce humaine? Alors l'autre espèce humaine, je suis pas certaine que je sois la personne la mieux placée pour répondre à ta question. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que, alors je sais pas si on va créer une nouvelle espèce, s'il va y avoir par exemple 2 espèces humaines. Par contre, avec la pression de la sélection naturelle, on va avoir certaines caractéristiques physiques chez nous qui vont du coup peut-être être plus présentes chez différents individus. Par exemple, je ne sais pas si demain, le fait d'avoir les yeux bleus, ça permet de mieux survivre dans notre environnement. C'est un caractère qui va perdurer et que du coup, on va retrouver chez de plus en plus d'êtres humains. Parce que peut-être que les personnes avec les yeux marrons auront moins de facilité à survivre dans notre environnement. Alors c'est un exemple complètement saugrenu, vu que je vous sors, ou peut-être pas, je ne sais pas. Mais c'est pour illustrer un petit peu le côté, c'est le caractère qui va être sélectionné pour prodiguer un avantage sélectif à l'individu et donc à l'espèce. Hier, pour préparer un peu ça, j'avais regardé sur internet et j'étais tombée sur des images de menthes religieuses qui faisaient du vélo. Donc je sais pas si c'est du fake ou quelque chose comme ça, mais comme ça rejoint un peu l'énergie, faire du vélo, ça produit de l'énergie. Donc je ne suis pas certaine que ce soit un exemple qui nous permette de produire de l'énergie. Je vais faire des élevages de menthes religieuses et tu les mets sur des vélos, c'est ça? Oui. Il faudrait beaucoup de menthes religieuses et beaucoup de mini-vélos dans ce cas-là. Est-ce que, aujourd'hui, on a des animaux qui créent l'énergie? Lesquels, par exemple? Alors, à partir du moment où tu es vivant, tu vas forcément produire quelque chose. Les mammifères, pour vivre, ils vont produire de la chaleur. Alors, peut-être que cette chaleur-là pourra être réutilisée pour se réchauffer. Sinon, moi, il y a d'autres exemples qui me viennent en tête et qui sont très inspirants dans le monde de la science et dans le monde de la recherche. C'est, par exemple, je ne sais pas si vous connaissez certains poissons, des poissons électriques, comme les anguilles, en fait, qui vont avoir la capacité de produire une décharge électrique et ça va être une arme pour eux pour pouvoir chasser et pouvoir se nourrir. Là, on peut clairement parler de production d'énergie, même si l'énergie qu'elle produit ne va pas être utilisée comme nous, on peut utiliser l'énergie, nous, en tant qu'humains. Elle va être utilisée à des fins de nourriture. Pour finir, comme tout à l'heure, je voudrais vous demander s'il y a quelque chose qui vous a marqué dans ce que Pauline vous a expliqué sur le biomimétisme. Les eucalyptus, c'est ça? Les acacias. Les acacias. Oui, le fait qu'ils préviennent les autres pour éviter que les autres meurent. Je pensais pas que ça existait. Enfin, que ça pouvait être fait. De transmettre une information en l'analysant, du coup, puisque il analyse l'information et il l'envoie à ses proches. Moi, je savais pas qu'il y avait 3 catégories dans le biomimétisme. Pour ça, c'était intéressant de le savoir, parce que je pensais pas qu'on allait trier de cette façon-là. Moi, par exemple, je savais pas qu'on... Enfin, bien sûr, pour les avions et les oiseaux, je m'en doutais un peu. Mais par exemple, pour plein d'autres choses, je savais pas du tout qu'on s'était inspiré des animaux. Et justement, je trouvais que ça aurait pu être une bonne idée. Moi, je savais pas du tout ce que c'était le biomimétisme, pour le coup.
Et du coup, j'ai trouvé ça intéressant parce que c'est vrai que je m'étais jamais posé la question dans ce sens-là. Enfin, par exemple, pour les avions. Enfin, maintenant qu'on en a parlé, du coup, ça me paraît logique, mais j'avais pas du tout pensé de cette manière-là qu'il y avait certaines choses qu'on utilise souvent qui sont en fait complètement copiées ou inspirées des animaux. Peut-être si je peux me permettre du coup un dernier petit exemple pour essayer de vous plonger un petit peu dans la peau d'un chercheur ou d'un chef de projet par exemple qui veut développer un parc éolien, si on va un petit peu dans le secteur de l'énergie. Parfois il y a des personnes qui disent que les éoliennes font du bruit. Dans ce cas-là on va analyser le bruit que font les éoliennes et du coup on s'est posé la question il y a quelques années de savoir comment on pouvait atténuer le bruit des éoliennes, parce que les éoliennes, quand elles tournent, en fonction de l'orientation du vent, des fois, elles vont être un petit peu plus bruyantes que d'autres, même si on a des réglementations qui sont très strictes sur ces sujets-là. Et en fait, on s'est dit, mais dans la nature, qu'est-ce qui a la capacité de voler et de pas faire de bruit en même temps ? Oui, je vois ton doigt qui se lève. Les chouettes et les hiboux, ils ont des plumes spéciales. On avait étudié ça en 5e. C'est un super exemple. En effet, les chouettes, les hiboux, de manière générale, tous les rapaces nocturnes, en fait, pour pouvoir chasser la nuit, ils ont besoin de ne pas se faire entendre par leur proie. Donc du coup, ils ont des plumes qui ont des capacités, des caractéristiques physiques en fait particulières, qui permettent justement d'atténuer le bruit qu'ils font quand elles volent. Du coup, on les entend pas. Et en fait, nous, on a regardé de plus près les plumes des chouettes effraies et des hiboux, et on s'est dit, on va imiter du coup la forme des plumes, et on va essayer d'en faire un accessoire pour les pales d'éoliennes. Du coup, on a développé ce qu'on appelle des petits peignes qu'on va mettre sur les bords des pales des éoliennes, et comme ça, quand les éoliennes elles tournent, même quand il y a beaucoup de vent, elles font pas de bruit. Et ça, c'est concrètement une application du biomimétisme qui répond à un besoin concret et très précis dans le secteur de l'énergie. Merci beaucoup tout le monde. Merci Pauline pour tous ces éclairages sur le biomimétisme. Ce podcast est un podcast de J'apprends l'énergie de Engie, produit par Studio Bloom, réalisé par Caroline de Castro et mixé par Alexandre Lormeau.